Je vais enregistrer ça pour les collègues qui nous écoutent en différé, là, si ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, ma grande passion, les hypothèques. Comme d'habitude, je vais faire le tour des articles pertinents du code un peu là, en survol. Je vais m'arrêter sur les articles que je considère pertinents, les petites pognes que j'ai relevées, puis les éléments que je trouve importants. Et tout au long de la séance, n'hésitez pas à poser vos questions puis à intervenir si je dis du grand n'importe quoi et ou si vous avez un ajout, un commentaire qui vous semble pertinent. Donc, si on regarde rapidement, là, sûreté, hypothèque au barreau, grosso modo, il faut comprendre créances prioritaires, hypothèque légale de la construction et les hypothèques conventionnelles, hypothèques légales, pour ensuite savoir quels sont les recours. Puis après ça, on va voir dans l'amusant code de procédure civile pour tout ce qui est saisie des biens, vente en justice, colocation. Donc, en premier lieu, si on regarde le début du livre sixième, priorité hypothèque, on a les articles 2644 à 2649 qui établissent un peu les règles de base. Donc, on a le gage commun des créanciers, dans le sens que lorsqu'on est débiteur de plusieurs obligations, nos créanciers peuvent venir prendre nos biens puis exécuter leurs créances dessus. 2646, on peut agir en justice pour faire saisir et vendre les biens de notre débiteur. Donc, finalement, c'est l'idée générale derrière. Après ça, les recours qui vont se faire pour les saisies. 2647, relativement simple mais important. Les causes légitimes de préférence sont les priorités des hypothèques. Donc, les créanciers entre eux sont un peu équivalents, sont égalitaires, sauf justement les priorités et les hypothèques. 2648, 2649, c'est des dispositions qui créent des exceptions d'insaisissabilité. On va voir tantôt dans le Code de procédure civile là, les articles 694 et suivants. Donc, c'est seulement se dire si quelque chose est insaisissable, ben, les créanciers ne peuvent pas justement le saisir, le faire vendre et l'utiliser pour payer leurs créances. Donc, article 26, 50 et suivants, les priorités. Donc, ça, c'est la première catégorie de cause de préférence. Ce qui est très important à comprendre avec les priorités, c'est relativement simple comme section. Il faut juste comprendre que les priorités, elles sont créées automatiquement, dans le sens qu'il n'y a pas besoin d'acceptation, de consentement. Il y a rien de conventionnel ici. Lorsque les critères sont créés, sont établis pour que la priorité existe, ben à ce moment-là, elle existe de plein droit et à ce moment-là, la personne qui en bénéficie va pouvoir exercer son recours lors de l'ordre de colocation pour justement être payé en priorité. Donc, on a 5 priorités. Frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun. Ici, la seule mention que j'aurais à faire, c'est que les honoraires d'avocat, les honoraires professionnels ne sont pas inclus dans la partie frais de justice et intérêt commun. Ensuite, la créance du vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise. Ce qui est très important, c'est la personne physique qui n'exploite pas une entreprise. Et on parle ici exclusivement de biens meubles. Ensuite, les créances de ceux qui ont un droit de rétention sur le meuble. Donc, on parle ici du droit de rétention prévu à 1592. Donc, l'exemple classique, c'est le garagiste qui retient votre véhicule tant que vous n'avez pas payé vos factures. Ensuite, les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, donc tout ce qui est impôts sur le revenu, etc., etc. Et finalement, les créances des municipalités pour les impôts fonciers. Et ici, vraiment, il faut se rappeler impôts fonciers, c'est ce qui est très important. Donc, on a ces 5 priorités-là. Et ensuite, les articles qui suivent précisent des petites précisions là, par rapport à ces priorités-là. La plus importante, je dirais, c'est que la deuxième partie, oui, c'est vrai, la deuxième partie de 5. Donc, c'est de même que celle des municipalités spécialement prévues par la loi qui leur sont applicables pour les taxes autres que foncières, mais c'est sur des meubles et des immeubles, des immeubles et des meubles. Donc, par exemple, je n'ai pas d'exemple précis de ce genre de taxe, mais genre, j'imagine une taxe d'une commission scolaire ou. C'est genre les taxes dans les lois particulières. OK. Une taxe particulière autre que foncière. Ah, OK, OK, Et OK. là, elle va pouvoir être Good to know. Parfait. Fait que si on a des taxes une spécifiques maison.
pas de la taxe foncière, mais c'est une taxe Genre taxe de bienvenue, genre, mettons? Ouais. OK. OK. Fait que c'est pas juste les impôts fonciers, c'est aussi d'autres taxes spécifiques, mais si c'est à l'examen, on va probablement nous le dire explicitement, là. Faut que Parce ça qu'on... soit spécialement prévu par la loi de distribution. OK. Good. Good, good, good. Donc, le premier élément le plus important par rapport aux priorités, c'est que la priorité, elle est attachée aux biens ou aux biens meubles ou biens immeubles sur lesquels elle vaut, dans le sens que si le bien sort du patrimoine du débiteur, ben à ce moment-là, il n'y a pas de droit de suite. Donc, il y a une seule exception à ça, c'est l'article 2654.1 pour la priorité pour les impôts fonciers. Par contre, dans tous les autres cas, on ne peut pas exercer une priorité sur un bien si le bien est vendu ou il sort d'une quelconque autre manière du patrimoine du débiteur. C'est-à-dire que si, par exemple, le vendeur impayé se réserve une créance sur, par exemple, une auto qu'il a vendue à la personne physique qui n'exploite pas une entreprise et que cette personne vend le véhicule à une autre personne, bien à ce moment-là, le vendeur ne pourra plus exercer sa priorité parce que justement, il n'y a pas de droit de titre qui est rattaché. 2652, ça nous dit que la priorité pour les frais de justice peut être exercée sur les biens meubles ou immeubles. Mais 2653 nous dit, puis c'est très, très important, la créance de l'État sur les sommes en vertu des lois fiscales peut être exécutée sur les biens meubles seulement. Donc, l'État, on va voir plus tard, peut se faire une hypothèque légale sur un bien immeuble, mais lors de la vente d'un immeuble, par exemple, s'il n'est pas hypothéqué par l'État ne peut pas faire valoir une priorité. Ce n'est pas une classique, là. Je ne pense pas que ça va se retrouver à l'exemple, c'est relativement obvious, mais il faut toujours le garder en tête. 2653, créance de l'État, c'est uniquement une priorité sur les biens meubles. 2654, ça nous dit que si on n'est pas sûr si un bien est visé par une créance prioritaire, on peut demander à l'État de dénoncer ça. Puis si ça ne se fait pas dans les 30 jours, puis la dénonciation n'est pas inscrite au RDPRM, ben à ce moment-là, la priorité ne va plus pouvoir être exercée par l'État. Opposabilité, très important. Les créances prioritaires sont opposables à tous les créanciers, à tous les tiers. Pas besoin de les publier. Mais tous les tiers, c'est lorsqu'elles sont constituées d'un droit réel. Oui, C'est plus pour les impôts fonciers. exact. Fact. Donc, quand c'est 26 à ce moment-là, quand 2654.1 va être opposable à tous les tiers, alors que les autres priorités vont être opposables aux créanciers. Les autres créanciers, sauf que celle pour l'impôt foncier, comme elle constitue le droit réel, Ouais, permet un droit de suite, puis elle est opposable. exact. Exact. Et la priorité accordée par la loi à certaines créances cesse de plein droit lorsque l'obligation qui en est la cause s'éteint. Donc, c'est vraiment un accessoire et elle ne peut pas survivre par elle-même. Donc, une fois qu'on s'assure justement que est-ce qu'il y a des priorités ou pas sur notre bien ou sur notre immeuble qui est vendu, on regarde ensuite les hypothèques. Donc, l'hypothèque, c'est un droit réel sur un bien. On a un droit de suite qui va être présent dans le sens que si le bien est vendu, l'hypothèque va subsister sur ce bien-là. Euh, et c'est un droit accessoire, donc 2661, lorsque l'obligation que garantit l'hypothèque n'existe plus, ben, l'hypothèque non plus ne subsiste pas. Il va y avoir une seule exception, je pense que c'est à 2697, et on est dans des situations. C'est-tu 27? Non, pas 27, 27, 27,97. Exact. Et on est à 27,97 qu'on est dans une situation de marge de crédit. Euh, donc, on peut avoir une marge de crédit qui est garantie par hypothèque. Et ça se peut qu'à certains moments, la marge de crédit ben, soit à zéro, elle ne soit pas utilisée. Mais même si la marge de crédit n'est pas utilisée, puis il n'y a pas d'obligation qui existe, euh, l'hypothèque peut être maintenue là, sur le bien pour garantir l'utilisation future de cette marge de crédit. 2663, très, très important, l'hypothèque doit être publiée pour être opposable au tiers. Par contre,
l'hypothèque n'a pas à être publiée pour être opposable entre les parties. Donc, les parties à l'hypothèque, c'est une hypothèque conventionnelle, ça n'a pas à être publié s'ils veulent juste la faire valoir entre eux. Donc, après ça, des espèces d'hypothèques, on a soit une hypothèque conventionnelle ou une hypothèque légale. Soit ça va être créé par la loi, soit ça va être créé par contrat entre les parties. Ensuite, l'hypothèque ne peut pas grever des biens insaisissables, donc 694 et suivant du code de procédure. Puis elle ne peut pas grever non plus les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence. Donc, même si techniquement, on peut décider de ne pas soustraire à la saisie, si on est dans un cas de saisie, on peut soustraire ou pas le 7 000 de meubles du débiteur. Mais dans le cas d'une hypothèque, on ne nous permet pas à l'avance, disons, d'hypothéquer ces biens-là puis de renoncer à leur saisie là, en les hypothéquant. Ensuite, 2670, très important, l'hypothèque sur le bien d'autrui ne grève ce bien qu'à partir du moment où le constituant devient titulaire du droit hypothéqué. Ça, on va être dans des situations où quelqu'un achète une maison et avant de signer l'acte de vente, va aller signer un acte d'hypothèque à la banque parce que le vendeur veut s'assurer qu'il va avoir son argent. Fait que la personne va signer une hypothèque sur la maison avec la banque, mais elle n'est pas encore propriétaire de la maison. Mais elle signe quand même une hypothèque. L'hypothèque est publiée, mais l'hypothèque va commencer à grever l'immeuble seulement au moment où l'acte de vente va être publié. Et là, la personne va être propriétaire de l'immeuble, donc elle va pouvoir hypothéquer le bien. 2672, donc les meubles qui sont attachés à l'immeuble, mais qui ne perdent pas leur individualité, conservent leur nature mobilière. Puis s'ils sont intégrés à l'immeuble puis ils perdent leur individualité, ben, ils vont faire partie du bien immeuble. Donc, si le bien immeuble est vendu, ben, ils vont suivre. 2674, universalité de biens. Donc, lorsqu'on fait une hypothèque, on peut soit grever un bien spécifique, par exemple notre maison, ou on peut grever une universalité de biens, par exemple l'entièreté du matériel d'une entreprise. Et donc, à ce moment-là, on fait juste décrire exactement qu'est-ce une hypothèque. On peut dire tous les outils et tout le matériel de l'entreprise X, Y, Z. Et dans le cas d'une universalité de biens, euh, s'il y a un des biens qui est aliéné dans le cours de l'activité d'entreprise, donc par exemple, on vend certains outils parce qu'on est un magasin de vente d'outils, ben à ce moment-là, les outils qu'on va acquérir en remplacement pour les revendre par la suite, ben c'est sur ces biens-là que va se transférer l'hypothèque. L'idée ici, c'est qu'un consommateur qui vient acheter une drill au Canac ne se retrouve pas avec une drill qui est grevée d'une hypothèque au RDPRM. Si on ne remplace pas le bien, on vend un bien, après ça, on ne le remplace pas, on arrête de vendre des drills dans ce Canac-là, ben à ce moment-là, l'hypothèque va être reportée sur les sommes d'argent provenant de l'aliénation. Mais là, très important, là, pourvu que celle-ci puisse être identifiée. Donc, en pratique, ça arrive rarement parce que c'est rare que le Canac ait un compte spécifique en banque qui s'intitule Somme d'argent récupérée de la vente de drill. Donc, généralement, une fois que le bien n'est pas remplacé, mais vu qu'il va y avoir, disons, confusion entre les différentes sommes d'argent, puis on ne va pas savoir quelles sommes d'argent proviennent de la vente de quoi dans le compte, disons, global de l'entreprise, ben à ce moment-là, l'hypothèque, elle disparaît puis elle ne subsiste pas. 2675, on nous parle de la perte du bien hypothéqué. Donc, l'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste malgré la perte des biens si on les remplace dans un délai raisonnable. Donc, si par exemple, on a un incendie, toutes nos drills brûlent, puis après ça, on les remplace, à ce moment-là, l'hypothèque va se reporter sur ces biens-là. Et ici, on fait un lien avec l'article 2700 là, pour revenir à 2674. Là. Si le bien n'a pas été aligné dans les cours d'activité de l'entreprise, donc ce n'est pas un consommateur qui est venu acheter nos drills, mais plutôt on a décidé de liquider notre stock, on l'a vendu à une autre entreprise, on s'est départi de nos étagères ou de trucs d'une manière qui n'est pas, qui ne correspond pas à ce qu'on fait dans l'entreprise généralement. À ce moment-là, l'hypothèque va subsister
sur le bien vendu. Il n'y aura pas de bien de remplacement. Là, on va juste dire, mettons, qu'on vend tout notre stock de drill à une autre entreprise, puis on ferme la business. Ben, à ce moment-là, l'hypothèque va pouvoir subsister sur ce stock de drill-là si la personne qui bénéficie de l'hypothèque, par exemple ici la banque, publie un avis selon l'article 2700 euh, en inscrivant là, dans les 15 jours qui suivent le moment où elle l'apprend que il y avait une hypothèque sur ce bien-là au nom du magasin Canac, mais maintenant, on veut conserver cette hypothèque-là qui maintenant est au nom de, je sais pas, des magasins BMR. Donc, il faut tout simplement se dire, si on n'aliène pas le bien, l'universalité de bien dans le cours d'activité d'entreprise, on fait ça hors du cadre de l'entreprise, ben à ce moment-là, il faut que la personne qui bénéficie de l'hypothèque, le créancier, inscrive un avis de conservation pour que cette hypothèque-là soit conservée. L'exception à ça, c'est des biens qui sont inscrits sur une fiche établie sous la description de celui-ci. Donc, dans le cas, par exemple, des automobiles, ben, une automobile va être inscrite avec un VIN, ou je ne sais pas, c'est le VIN, c'est le numéro qui est indiqué. Oui, article 20 du règlement du RDPRM. Là. Puis grosso modo, c'est dire si y a un bien qui doit être identifié là, vraiment le, sous le numéro du bien ou sous le code du bien. C'est l'article 15 et article 20. Donc, par exemple, on a un véhicule, ben, le véhicule va être inscrit à notre nom au RDPRM, mais va aussi être inscrit au numéro du véhicule. Fait que si on va rentrer le numéro du véhicule, le numéro de série du véhicule dans le RDPRM, on va pouvoir trouver s'il y a une hypothèque qui est inscrite dessus. Donc, puisque on peut trouver, puis les tiers peuvent en fait être au courant de cette hypothèque-là sans qu'il soit nécessaire là, de savoir à qui appartient le bien, parce qu'il y a une fiche qui est établie vraiment sous la description du bien, mais l'avis de conservation n'est pas nécessaire. Donc, tout simplement, si on a une universalité de biens, par exemple, qui est une hypothèque qui est faite sur une universalité de véhicules, ces véhicules ne sont pas vendus dans le cadre des activités de l'entreprise, mais par exemple, dans le cadre d'une liquidation, puis on vend ça à une autre entreprise, ben à ce moment-là, le créancier n'aura pas à inscrire d'avis parce que l'hypothèque va subsister de par l'inscription sur la fiche descriptive. Par contre, si par exemple, on parle ici, par exemple, d'un entrepôt avec des 2 par 4, ben, il n'y a pas de fiche descriptive qui indique que chaque 2 par 4 est visé par une hypothèque. Donc, à ce moment-là, il faut inscrire l'avis de l'article 2700. Et je sais que dans la collection de droit, là, il y avait une petite chicane jurisprudentielle à savoir qu'est-ce qui est fait dans le cours des activités d'une entreprise ou pas. La règle générale de la jurisprudence majoritaire, de ce que je me rappelle, c'est tout simplement si on parle d'un magasin, par exemple, qui vend des ordinateurs, ben, ce qui est dans le cours de l'activité de l'entreprise, c'est la vente des ordinateurs. Si l'entreprise achète ou vend des armoires pour ranger les ordinateurs ou elle vend le véhicule de livraison qu'elle utilise pour livrer les ordinateurs, on ne parle pas d'une aliénation dans le cours des activités de l'entreprise. Il faut vraiment avoir une vue très restrictive des activités de l'entreprise. Puis on se dit, si c'est une entreprise qui vend des ordinateurs, ben c'est uniquement la vente des ordinateurs qui va constituer une situation qui va créer un report sur le bien de même nature. Puis dans tous les autres cas, ben, il va falloir passer par un avis de conservation de 2700. Mais si c'est un véhicule routier, à ce moment-là, pas besoin de faire l'avis parce qu'il y a le numéro de série. Exact. Super fort. Ensuite, on tombe dans la section sur l'hypothèque conventionnelle. Pour ensuite, plus loin, il va y avoir l'hypothèque légale. Mais hypothèque conventionnelle, pour commencer, très important, si on veut constituer une hypothèque, il faut avoir la capacité d'aliéner le bien. Donc, il faut être propriétaire du bien, généralement, et on ne peut pas inscrire une hypothèque sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a différents types d'hypothèques. On peut avoir une hypothèque mobilière, hypothèque mobilière sans dépossession, hypothèque mobilière avec dépossession. Puis il y a des règles différentes qui s'appliquent dépendamment du type d'hypothèque qu'on crée. Et 2683 crée une première règle très, très, très importante. Une personne physique, à moins d'une exception prévue dans la loi, là, ne peut pas consentir une hypothèque mobilière sans dépossession
sauf sur les véhicules routiers et les autres biens meubles déterminés par règlement. Ça, il faut aller voir les articles 15.01 et 15.02 du règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Grosso modo, ça couvre les véhicules, les bateaux, les remorques, les VR, les biens précieux, donc des bijoux, des tableaux de grande valeur. Donc, ça, on peut consentir des hypothèques mobilières sans dépossession. Souvent, ça va arriver dans les situations où quelqu'un achète son char dans un concessionnaire là, de 14e chance au crédit. Ben, à ce moment-là, souvent, on va inscrire une hypothèque sur le véhicule pour s'assurer qu'il rembourse son prêt. Mais sinon, dans les autres cas, il n'est pas possible pour une personne physique de consentir une hypothèque mobilière sans dépossession. Ce qu'on veut dire par sans dépossession, c'est que seulement elle conserve le bien et que le créancier va venir le saisir au besoin, comparé à l'hypothèque mobilière avec des possessions, qui est plutôt le gage où le créancier va être en possession du bien euh, durant la durée de l'hypothèque. 2684 nous indique que seule la personne, la société ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de biens. Donc, une autre règle générale ici qu'on indique, si on n'exploite pas une entreprise, on ne peut pas consentir une hypothèque sur une universalité de biens. Par contre, 2684.1 crée une exception qui nous dit que la personne physique qui n'exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque sur une universalité de créances sur différentes affaires, donc le solde créditaire d'un compte, une universalité de valeur mobilière, des titres intermédiaires. Donc, grosso modo, une personne physique peut faire une hypothèque sur ses actions et sur ses investissements, on va dire, mais elle ne peut pas faire une hypothèque avec des possessions, mettons, avec des possessions ou sans des possessions sur une universalité de biens, genre tous ses outils ou tous ses vêtements. On ne peut pas faire des universalités pour les personnes physiques parce que l'objectif, c'est de protéger justement le justiciable, puis on ne veut pas qu'on commence à hypothéquer tous nos biens un peu n'importe comment. 2685, seule la personne qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur un connaissement, sur un meuble représenté par connaissement. C'est un contrat nommé du Code civil. Grosso modo, si on a un papier qui nous dit la semaine prochaine, je vous livre une Tesla, ben à ce moment-là, on peut hypothéquer ce papier-là. Puis, au besoin, notre créancier va venir saisir le papier, puis va ainsi pouvoir saisir la Tesla par la suite parce que c'est lui qui va avoir droit à la livraison du bien. Et 2286, encore une fois, seule la personne, société ou fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur les biens de l'entreprise. Donc, l'hypothèque ouverte, on va voir tantôt, c'est une forme d'hypothèque là, qui, disons, n'est pas active, là, ne grève pas le bien jusqu'à l'atteinte d'un certain terme ou d'une certaine condition. Donc, ce genre d'hypothèque flottante-là, on ne peut pas les consentir si on n'est pas en train d'exploiter une entreprise. Oui. Oui. Aussi, si les biens sont en nature de ceux qui ont été gravés d'une hypothèque sans dépossession, parce que ça renvoie à mais c'est écrit, non, mais c'est écrit déterminé par règlement. Non, ça renvoie à rien. C'est ça, la 2884 alinéa 2, 2884.1 alinéa 2, l'article nous dit, elle peut aussi, si les biens sont de nature que ceux, nanana, de grever une hypothèque sans dépossession sur toute autre universalité de biens déterminée par règlement. Et à ce que je sache, il n'y a pas eu de biens par règlement qui ont été autorisés pour faire. Donc, c'est vraiment juste l'exception de 2684.1 qui est permise. Puis alinéa 1, puis alinéa 2, ben, on attend encore que. Ouais, le législateur s'est laissé une porte ouverte à dire si on veut, il y a un nouvel outil financier ou il y a un nouveau outil d'investissement qu'on va vouloir permettre, puis on va pouvoir permettre à la personne physique d'hypothéquer, on va le faire. Mais non, non, non. Parce que sinon, ça permettrait de consentir une universalité de biens sur les trucs prévus par exemple, à 15.01 et 15.02, puis ça, c'est pas la même chose exactement. Là, parce qu'on parle pas d'un côté, à 26, 2683, on parle d'hypothèque mobilière
sans dépossession, alors qu'à 26,84, on parle d'universalité de bien. Pas la même chose. Exact. Fait que, grosso modo, mais moi, quand j'ai fait mon cours cet hiver, la prof nous avait dit qu'il n'y avait pas de. Ben, Jessie nous avait dit ça, là. Il n'y a pas de trucs qui ont été déterminés par règlement. Donc, on attend encore. Fait que, grosso modo, on peut consentir sur une universalité 2684.1, alinéa 1, puis alinéa 2, ben, il sert un peu à rien en attendant. 2687, donc l'hypothèque peut être consentie pour quelque obligation que ce soit, quelques obligations que ce soit. Donc, grosso modo, on fait une hypothèque sur un bien pour garantir l'exécution d'une obligation pour laquelle on s'engage. 2689, très important, l'acte constitutif doit indiquer la somme déterminée pour laquelle elle est consentie. Donc, il faut établir clairement est-ce que c'est l'entièreté du bien qui est grevé d'une hypothèque? Est-ce qu'on grève, mettons, une maison à 300 000 Est-ce qu'on grève d'une hypothèque de 300 000 Est-ce qu'on grève d'une hypothèque de 100 000 Donc, il faut indiquer clairement dans l'acte constitutif la valeur du bien, en fait, la valeur de l'hypothèque. 26,90, il faut déterminer le taux d'intérêt. Donc, si on ne le détermine pas, il faut indiquer comment le calculer. 26,91, si la personne qui s'engage à prêter de l'argent en échange d'une hypothèque ne prête pas l'argent, ben on peut le poursuivre en justice puis à ses frais lui faire radier l'hypothèque. 26,93, hypothèque immobilière. Donc, généralement, on hypothèque nos maisons. Il faut le faire par acte notarié en minute, obligatoirement sous peine de nullité absolue. Donc, dès qu'on veut hypothéquer notre maison, il faut aller devant le notaire. Et il faut, 2694, que l'hypothèque immobilière désigne de façon précise le bien hypothéqué. Donc ça, grosso modo, ça veut dire le numéro du lot au cadastre précis. Et on ne peut pas désigner le bien par des moyens du genre le terrain à gauche de la roche, au sud du terrain du Petit Marcel. On ne peut pas faire ça parce que ça c'est pas assez précis puis ça ne permet pas d'identifier correctement le bien. Je vous réfère aux articles 30, 26 et suivants. Je me suis surligné le petit renvoi dans le code civil qui fait référence justement là, à la manière dont on peut décrire un bien immobilier quand on le met dans un acte. 26,95, très, 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 très important. Les loyers sont considérés comme des hypothèques immobilières, vont être publiés au registre foncier, même si techniquement un loyer, c'est une créance, donc c'est un bien meuble, mais les loyers vont être considérés comme des hypothèques immobilières. Ensuite, section 4 de l'hypothèque mobilière. Donc, on a les deux hypothèques mobilières possibles, avec ou sans dépossession. Donc, grosso modo, l'hypothèque mobilière sans dépossession, donc celle où le débiteur de l'obligation conserve le bien puis continue à l'utiliser, puis c'est juste en cas de défaut et d'exercice du droit que le créancier va venir chercher le bien. Il faut la constituer par écrit. Mais il n'y a pas d'obligation haute, dans le sens, il n'y a pas d'obligation de le faire par acte notarié. 2697, un peu comme pour 2694, on nous indique qu'il faut une description suffisante du bien. Donc, il faut être capable d'identifier quel est le bien qui est grevé d'une hypothèque. 2698, l'hypothèque mobilière grévant les fruits et les produits dits ça, nanana. Donc, si on grève, par exemple, d'une hypothèque les patates que je vais récolter cet été, ben à ce moment-là, elle va prendre effet au moment où les patates vont sortir du sol. Parce qu'au début, les patates sont dans le sol, c'est un bien immeuble, le terrain. Puis une fois que les patates sont une entité distincte, ben à ce moment-là, l'hypothèque va prendre effet. Par contre, l'hypothèque va prendre rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers. Donc, il n'y a rien qui m'empêche d'hypothéquer mes patates à l'avance, une année avant qu'elles poussent. Puis là, je vais juste pouvoir exercer mon hypothèque au moment où les patates auront poussé et auront été cueillies. Mais si quelqu'un dans l'entre-deux publie une autre hypothèque sur ces patates-là, bien, mon hypothèque, puisqu'elle a été publiée avant,
elle va avoir priorité, même si au moment où elle a été publiée, elle ne prenait pas encore effet et les patates n'existaient pas. 26,99, très important, ça peut être une petite pogne à l'examen aussi. L'hypothèque mobilière qui va grever des biens représentés par connaissement, donc justement l'hypothèque, par exemple, qui va grever le papier qui dit dans 10 jours, tu reçois ta Tesla, va pouvoir être opposable aux autres créanciers depuis le moment où le créancier a exécuté sa prestation s'il est inscrit dans les 10 jours qui suivent. Donc, mise en situation, j'ai un papier qui dit justement euh, je vous livre une Tesla le 15 janvier. Et le 15 janvier, la Tesla est livrée. Puis moi, j'avais une hypothèque sur le papier. Donc là, au moment où la Tesla est livrée, par exemple, euh, elle va rentrer dans le stock, par exemple, du concessionnaire automobile qui a tout plein de Tesla. Et euh, lui, il décide le 18 janvier de faire hypothéquer cette Tesla-là pour garantir un prêt qu'il prend. Donc là, techniquement, le 18 janvier, la banque va publier une hypothèque mobilière sans dépossession sur le véhicule. Mais moi, j'ai encore jusqu'au 25 janvier, j'ai dans les 10 jours qui suivent la livraison ou l'exécution de la prestation, j'ai un 10 jours pour publier mon hypothèque, pour transférer mon hypothèque du connaissement à la Tesla et mon hypothèque va avoir priorité. Donc, imaginons, la banque publie son hypothèque le 18 janvier sur la Tesla qui a été livrée. Moi, je publie mon hypothèque sur la Tesla le 22 janvier. Finalement, il y a un problème, le concessionnaire fait faillite, on vend ses biens en justice. Mais moi, mon hypothèque, même si elle a été publiée plus tard, puisqu'elle était inscrite dans les 10 jours qui suivent l'exécution de la prestation qui était garantie par connaissement, ben, mon hypothèque va avoir priorité. Donc, c'est le genre de pogne qui peut être intéressante à l'examen, dans le sens de nous mettre une belle mise en situation. Il y a plein de créanciers, plein d'hypothèques qui sont publiées. Puis là, on regarde rapidement les dates, puis on se dit, ah, ben l'ordre de colocation, ça va être la banque, puis ensuite moi. Mais là, il faut se garder en tête que si c'est un truc justement sur un connaissement ou un autre titre négociable, ben, à ce moment-là, il faut, enfin, on peut, si on le publie dans les 10 jours qui suivent, avoir priorité quand même. 2700 avis de conservation, on en a parlé tantôt, à savoir que si ce n'est pas inscrit sur une fiche établie sur la description du bien, on a 15 jours depuis le moment qu'on sait que le bien a été vendu pour informer, enfin, on a 15 jours pour l'inscrire au RDPRM et pour transmettre une copie de cet avis-là à la personne qui a acquis le bien. Donc, j'ai une hypothèque sur, je ne sais pas, des outils. Ces outils sont vendus. J'apprends que les outils sont vendus. J'ai 15 jours pour inscrire et pour informer l'acquéreur aussi, lui dire, hey, tu sauras, les biens que tu as achetés sont grévés d'une hypothèque. Ensuite, 2701.1, une autre exception qui peut être une belle pogne. Ici, l'hypothèque mobilière constituée par un intermédiaire en valeur mobilière sur les valeurs, sur des valeurs mobilières ou des titres intermédiaires va être réputée publiée par sa seule constitution. Donc, si on consent une hypothèque mobilière sur, par exemple, les actions qui sont détenues par notre courtier, lui, il n'est pas obligé de le publier, puis il va avoir priorité en date de la Constitution. Donc, encore une fois, si on compare les dates, les différentes dates de différentes hypothèques sur, par exemple, mes titres intermédiaires, ben, celle de mon courtier va avoir priorité, même si elle n'a pas été publiée, si la constitution de cette hypothèque-là prédate les autres. Ensuite, hypothèque mobilière avec des possessions. Ça, ici, on parle du gage. Donc, l'image classique que moi, je m'en fais, c'est je vais voir un prêteur à gage un peu sketch à Montréal-Nord, j'y laisse ma Rolex, puis j'emprunte 50 000 $. Puis si je ne redonne pas 50 000 ben, le vendeur, ben, il va vendre ma Rolex, puis il va pouvoir ainsi récupérer son argent. Ce qui est important avec l'hypothèque immobilière avec dépossession, c'est que on n'est pas obligé de la publier dans un registre pour qu'elle soit valide. On parle plutôt de la publication par détention. Donc,
la personne qui détient le bien ou le titre qui a été donné en hypothèque, bon, ben ça va être la preuve de la publication de l'hypothèque. Et aussi pour l'hypothèque sur certaines créances pécuniaires 27.13.1 et sur certaines valeurs mobilières et certains titres intermédiaires, ben, ça va être plutôt une une publication par maîtrise. Donc, on ne va pas nécessairement être en possession du bien parce qu'on ne peut pas vraiment être en possession de, par exemple, une action, nécessairement si elle n'a pas de certificat, mais vu qu'on aura la maîtrise de cette action-là, on va être présumé en avoir dépossédé le débiteur et d'avoir justement là, créé l'hypothèque. On peut faire détenir le bien par un tiers, mais il faut l'avertir qu'il est en train de détenir un bien qui est grevé d'une hypothèque immobilière avec des possessions, puis il faut lui envoyer une preuve écrite de l'hypothèque. Donc, si on fait juste, je fais juste emprunter 50 000 puis je laisse ma montre, il n'y a pas besoin d'avoir un acte écrit. On peut faire ça verbalement. C'est un peu sketch au niveau de la preuve, mais techniquement, juridiquement, ça se tient. Par contre, si je veux faire détenir la montre par un tiers, par exemple par une personne de confiance que moi et le prêteur, on connaît, ben à ce moment-là, il faut qu'on ait un écrit pour amener la preuve écrite de l'hypothèque au tiers pour qu'à ce moment-là, j'en sois dépossédé puis que l'hypothèque soit valide. Euh, ensuite, on est justement dans l'hypothèque sur certaines créances et les titres intermédiaires. Euh, grosso modo, c'est des articles qui sont excessivement mal écrits, qui ont été rajoutés dans les dernières années. Ce qu'il faut grosso modo en comprendre, je ne pense pas qu'on va avoir de questions complexes et poussées à cet effet parce que c'est vraiment une section du code qui est dégueulasse et qui n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment moyen de poser des grosses questions complexes. On n'est pas dans un cours non plus de valeur mobilière. Mais ce qu'il faut en comprendre, c'est que justement, la dépossession dans ces cas-là, quand on parle de créance pécuniaire, donc qui est définie à 27.13.1, où on parle de titres intermédiaires, de valeur mobilière, ça va être des dépossessions par maîtrise. Donc, lorsque le créancier va obtenir la maîtrise, il y a différentes manières d'obtenir cette maîtrise, mais lorsque le créancier va obtenir la maîtrise sur la créance pécuniaire ou sur les valeurs mobilières ou les titres intermédiaires, lorsqu'il va être capable d'exercer un contrôle sur ces créances-là, ces titres-là, ben à ce moment-là, l'hypothèque va être considérée comme valide. Puis là, à ce moment-là, il va pouvoir faire valoir son hypothèque sur ces affaires-là. Donc, on peut y aller par accord de maîtrise, on peut y aller par le droit de donner des instructions. Donc, il y a différents moyens. Et il y a 27.13.8 et 27.14.2 qui sont des articles importants, à savoir qu'on établit le rang entre différents créanciers mobiliers avec des possessions. Parce que puisque ici, je peux consentir plusieurs hypothèques sur mes titres, sur mes actions, bien là, à ce moment-là, il s'agit d'établir un rang entre les différentes créances, les différents créanciers qui vont pouvoir faire valoir des droits. Je ne vais pas m'étaler en détail là-dessus parce qu'encore une fois, ça me prendrait à peu près 45 minutes, puis je ne vois, je sais, c'est pas très important, mais il faut juste garder en tête l'hypothèque mobilière avec des possessions sur les valeurs, sur les créances pécuniaires, va exister par maîtrise et non pas par dépossession, le physique du bien. Et à ce moment-là, il va y avoir des règles particulières par rapport au rang. Par exemple, 27.14.4, on dit l'hypothèque mobilière avec des possessions qui grèvent des valeurs mobilières représentées par un certificat prend rang, même si le créancier n'a pas maîtrise de ces valeurs, avant toute hypothèque sans des possessions portant sur les mêmes valeurs. Donc, grosso modo, s'il y a un certificat nominatif sur mes actions, puis que quelqu'un a le certificat dans les mains, son hypothèque va avoir priorité absolue sur toutes les autres hypothèques qui auraient été inscrites, euh, par exemple par accord de maîtrise, sur ce même certificat, même si ces hypothèques-là prédatent longuement ces affaires. Donc, il faut juste garder en tête, il y a des petites exceptions. Il faut lire ces articles-là. Fait que si on a une question sur justement des créances pécuniaires ou
des valeurs ou des titres, on a une petite étoile qui s'allume, on se dit, OK, je vais aller voir ces articles-là, on prend le temps de les lire, puis on est capable d'établir à ce moment-là le rang entre les différents créanciers. Ensuite, de l'hypothèque ouverte. Donc, on parle justement ici d'une hypothèque dont certains des effets sont suspendus. On est à l'article 27.15, jusqu'au moment où le débiteur a manqué à ses obligations, on prononce la clôture de l'hypothèque ou on signifie un avis dénonçant le défaut. Grosso modo, c'est l'hypothèque, elle n'a pas d'effet jusqu'à ce que je cause un problème quelconque, puis à ce moment-là, on va comme activer l'hypothèque. Puis si je résous le défaut, ben on annule l'avis, puis l'hypothèque, elle redevient dormante. Ce qui est intéressant, puis c'est un peu le seul avantage de cette hypothèque-là qui est très peu utilisé en pratique, c'est l'article 27-21. On dit le créancier titulaire d'une hypothèque ouverte grevant une universalité de biens, donc par exemple les biens d'une entreprise, peut, à compter de l'inscription de l'avis de clôture, prendre possession des biens pour les administrer par préférence à tout autre créancier qui n'aurait publié son hypothèque qu'après l'inscription de l'hypothèque ouverte. Donc, on peut inscrire l'hypothèque ouverte des années auparavant. On ne l'active pas, elle reste là, à chill. Il y a d'autres gens qui inscrivent leurs hypothèques sur les biens, mais s'il y a un défaut, on peut inscrire l'avis de clôture de l'hypothèque ouverte. Donc, on dit, yo, il y a un défaut sur notre hypothèque, nous, on active l'hypothèque, puis on peut tout de suite prendre possession des biens pour les administrer. On n'est pas obligé de passer par les requirements des articles 27, 57 et suivants là, sur les mesures préalables à l'exercice des droits. Donc, on peut juste direct prendre possession des biens, commencer à les administrer pour s'assurer justement que notre créance soit garantie et qu'on ne soit pas dans le marbre. C'est un peu le seul avantage. Fait qu'en fait, c'est ça. On a l'hypothèque ouverte. Quand il y a un défaut, on publie un avis de clôture. L'hypothèque devient opposable. Puis ensuite, une fois que les remédies au défaut, ben à ce moment-là, on dit à l'officier public, ben on radie l'avis de clôture, puis l'hypothèque redevient dormante. Ensuite, hypothèque légale, section très importante aussi, 27, 24 et suivant. C'est des hypothèques qui vont être créées lorsque les conditions vont être réunies et un peu comme une priorité, il n'y a pas besoin du consentement du débiteur, du constituant pour que ces biens soient grevés de ces hypothèques-là. On en a 4. Créance de l'État pour les sommes fiscales. Donc, ça, c'est le pendant, disons, hypothécaire de la priorité de 26-51. Donc, à savoir, l'État peut exercer une priorité sur les biens meubles à partir de 26-53. Puis, sinon, il peut aussi inscrire une hypothèque sur des biens meubles ou immeubles pour faire valoir ses droits. Paragraphe 2, les créances des personnes qui ont participé à la construction, à la rénovation d'un immeuble. Ça, c'est extrêmement important à la HLC. On va se pencher là-dessus plus en détail tantôt parce que c'est une créance. On peut se laisser un petit renvoi à 29,52. C'est une hypothèque qui va avoir priorité sur toutes les autres hypothèques, pratiquement. Sauf l'hypothèque que s'est réservé le vendeur dans l'acte de vente. Là. Mais grosso modo, une hypothèque de la construction publiée là, aujourd'hui va avoir préséance sur des hypothèques publiées il y a plusieurs années de par l'article 2952. Donc, très, très important de bien comprendre cette hypothèque légale-là. L'hypothèque du syndicat des copropriétaires, c'est pas trop compliqué. Il y a des petites spécificités qu'on va pouvoir regarder. Puis finalement, les créances qui résultent d'un jugement. Donc, on peut inscrire une hypothèque quand quelqu'un nous doit de l'argent pour des affaires judiciaires. Donc, 27-25. Les hypothèques légales de l'État, c'est les sommes dues en vertu des lois fiscales. On les inscrit au registre approprié, puis à ce moment-là, on signifie l'avis au débiteur, on inscrit ça, l'hypothèque existe, on peut l'exercer. Et très, très, très important, 27-25, alinéa 3, le fait qu'on inscrive une hypothèque légale mobilière sur un bien meuble ne nous empêche pas de se prévaloir de la créance prioritaire. Donc, l'État peut exercer sa créance prioritaire pour récupérer son argent lors de la vente du bien, mais il peut aussi mettre une hypothèque si ça lui tente. Donc, 27-26, hypothèque de la construction. Très, très important de comprendre cette section-là puis de vraiment bien comprendre les restrictions puis les conditions spécifiques pour ne pas se manquer. Donc, il faut vraiment que ce soit des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble. Et ça peut gréver que cet immeuble-là. Donc, on va gréver vraiment l'immeuble sur lequel la construction ou la rénovation a eu lieu.
Elle n'est acquise qu'en faveur des architectes, ingénieurs, fournisseurs de matériaux, ouvriers, entrepreneurs et sous-entrepreneurs. Donc, aucune autre catégorie de personnes ne peut être incluse là-dedans. Et je ne pense pas que ça va être à l'examen, mais petite note jurisprudentielle, quand on parle d'architecte ou d'ingénieur, on parle de gens reconnus sous les ordres professionnels québécois et pas les ordres professionnels des autres provinces. Ensuite, mention suivante. Elle est acquise qu'en faveur des différents professionnels à raison des travaux demandés par le propriétaire de l'immeuble ou en raison des matériaux ou services qu'ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Donc, il y a une obligation supplémentaire qu'il faut que ces travaux-là aient été demandés par le propriétaire de l'immeuble. Donc, un locataire de l'immeuble qui ferait des travaux ne donnerait pas l'ouverture à l'inscription d'une hypothèque légale de la construction sur cet immeuble-là. Et très important, cette hypothèque existe sans qu'il soit nécessaire de la publier. Après ça, à 27-27, on va voir des trucs importants pour conserver cette hypothèque, mais ce qu'il faut se dire, c'est que initialement, lorsque les travaux ont lieu de construction, de rénovation, l'hypothèque existe. Elle est déjà créée. Donc, après ça, 27-27, on va avoir une période de 30 jours qui suivent la fin des travaux pour inscrire un avis pour que cette hypothèque-là puisse être conservée dans le long terme. Donc, une fois que les travaux sont finis, puis quand on parle de fin des travaux, on ne parle pas de la fin des travaux d'un architecte ou d'un ingénieur ou d'une personne spécifique dans les travaux, on parle de la fin des travaux complets. Donc, grosso modo, il faut que tout soit terminé, puis à partir de là, le délai de 30 jours commence à courir. Donc, si dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux, on inscrit le délai, on inscrit l'avis en désignant l'immeuble grevé, indiquant le montant de la créance, l'hypothèque va être conservée. Puis ensuite, on va avoir 6 mois depuis la publication de l'avis, 6 mois depuis la fin des travaux, pardon, pour publier une action ou un préavis d'action. Donc, grosso modo, c'est se dire, une fois que les travaux sont terminés, on a 30 jours pour faire un avis pour conserver notre hypothèque. On peut publier cet avis avant. Sinon, on n'a pas été payé au début des travaux. Là. On est l'architecte, on n'est pas payé depuis le début. On peut inscrire un avis tout de suite. Puis une fois que les travaux sont terminés, on va avoir 6 mois pour intenter notre action hypothécaire. 27-28, très important aussi, l'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été payé 800 000 $ pour faire des travaux que nécessairement, on va pouvoir inscrire une hypothèque de 800 000 $ sur la bâtisse. Il faut inscrire une hypothèque qui correspond à la plus-value donnée à l'immeuble. Il y a une présomption à l'effet que le coût des travaux est équivalent à la plus-value, mais dépendamment de la mise en situation, dépendamment des faits, ça se peut que ça soit très différent. Il faut dénoncer au propriétaire des travaux si on n'a pas nous-mêmes contracté avec celui-ci. Donc, si par exemple l'entrepreneur général signe un contrat, par exemple, d'1 million de dollars pour rénover une maison, puis ensuite, lui, de son côté, il engage un plombier, il engage un électricien, il engage toutes sortes de professionnels, bien, ces sous-entrepreneurs-là, s'ils veulent pouvoir faire valoir leurs créances contre le propriétaire puis inscrire une hypothèque de la construction, ils vont devoir dénoncer de manière écrite le contrat au propriétaire. Très, très important. Seule exception, l'ouvrier, qui lui n'est pas tenu de dénoncer son contrat, puis lui va pouvoir inscrire une hypothèque légale pour son salaire sans avoir eu au préalable besoin de contacter le propriétaire. Donc, grosso modo, hypothèque légale de la construction, on se dit, si on fait des travaux sur un immeuble, on peut, à la hauteur de la plus-value qu'on a donnée à cet immeuble, inscrire une hypothèque légale de la construction. Il y a aussi toute l'affaire qu'il faut se rappeler. Je ne pense pas non plus que ça va être à l'examen parce que ça complexifie pour rien, puis c'est un calcul qui ne faut pas nécessairement, qui n'est pas trop complexe, mais dans le sens que ça va complexifier pour rien, puis je ne pense pas qu'ils vont avoir la place pour nous faire ça, mais ça se peut qu'on ait à faire un calcul de valeur relative de l'assiette de l'hypothèque légale de la construction, à savoir que souvent, lorsqu'on fait une vente en justice d'un bien immeuble, d'un bien meuble, pour cet effet-là, on va rarement recouvrir l'entièreté de la somme
que vaut ce bien-là. Parce que souvent, on veut le vendre rapidement. Fait que, mettons, une maison qui vaut 500 000 ben, elle va partir à 400, 350 000, soit à la vente aux enchères ou la vente de gré à gré. On veut vendre rapidement, quelqu'un va l'acheter, bien correct. Donc là, la somme qu'on récupère de l'immeuble n'est pas équivalente à la valeur réelle de l'immeuble. Et donc, imagine la situation suivante, on a une maison qui vaut 500 000, puis il y a eu 350 000 de plus-value qui ont été ajoutés euh, par de la construction. Donc, sur ce 500 000-là, il y a 350 000 que c'est la construction qui a rajouté ça. Mais là, si on arrive à vendre la maison seulement pour 350 000, on ne voudrait pas que l'hypothèque légale de la construction vienne prendre l'entièreté de ce chunk-là, puis qu'il ne reste plus d'argent pour les autres créanciers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul de valeur relative. On va se dire combien vaut la plus-value sur la valeur de la maison. Et ensuite, combien vaut maintenant cette plus-value en regardant la valeur réelle, la valeur pour laquelle a été vendue la maison. Donc, le calcul, là, je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais je vais essayer de regarder pour vous le trouver, pour ne pas vous dire du grand n'importe quoi, parce qu'il faut enlever les créances prioritaires de là. Je vais regarder sur. Parce qu'il y en avait dans les exercices en hypothèque. Je ne pense pas que ça va être à l'examen. Il y a l'article 768 du Code de procédure civile, je pense qu'il parle de ça. Attends, je vais regarder. 758. 768, ouais. 768. Je ne sais pas si ça s'applique, c'est en 68, parce que ici, on parle uniquement de ventilation puis de quote-part attribuable à chaque créancier, mais il n'y a pas la mention. Je ne sais pas si c'est exactement le même calcul, en fait, parce que si je regarde le calcul pour l'assiette de la valeur relative, assiette hypothécaire. Parce que dans le calcul, en fait, il faut enlever les créances prioritaires directement du calcul avant de calculer la quote-part disponible pour la HLC. Fait que le calcul est un peu différent de l'article 768. Parce que dans 768, de ce que j'en comprends, justement, l'huissier va faire la ventilation du montant à distribuer, puis il va regarder justement si on avait, mettons, vendu au prix prévu, au prix de la valeur du bien, combien chaque créancier aurait reçu en proportion. Puis ensuite, on va regarder maintenant c'est quoi la somme qu'on a réussi à obtenir, puis combien maintenant, proportionnellement, chaque créancier va recevoir. Par contre, sous le calcul de l'assiette hypothécaire de l'hypothèque et de la construction, le calcul, il y a un élément de plus, c'est on fait le prix de vente qu'on a réussi à obtenir, moins les créances prioritaires, puis ensuite, on va y appliquer la proportion qui était disponible ou prise par la HLC au début. Donc, il y a comme cet élément-là de plus dans le calcul qui n'est pas présent à 768. Donc, par exemple, si on a une maison qui vaut 500 000 avec une HLC qui vaut 300 000, puis on arrive à vendre la maison seulement pour 400 000 bien, on va faire 400 000 moins les créances prioritaires fois la proportion qu'avait la HLC, donc fois 300 sur 500 000. Donc, il y a vraiment la partie créance prioritaire qui différencie ces deux calculs. Mais à part ça, je pense que c'est un peu le même principe. Donc, c'est pas fou de se laisser un renvoi à cet article-là quand même euh, dans notre section sur la HLC pour comme ça, si on est à l'exemple, ben, on se rappelle qu'il y a une question de ventilation puis de code-part, mais il faut se rappeler qu'il y a une différence avec la question des créances prioritaires. Je ne sais pas si ça fait du sens comme explication. Là. Oui, oui, ça fait du sens. Good. C'est parce qu'il y avait un exercice sur ça justement dans Cognitis, là, puis Ici, fait partout cet dans instant. les... Ouais, ben c'est ça.
c'était ce que tu es en train de dire. Puis dans l'explication, il y avait juste 768 OK, comme article. Même si ils ont fait d'autres calculs, il y avait juste cet article-là. OK, Puis OK. ça parlait de ça nulle part dans les capsules Dans et les tout, là. capsules, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Bon, mais je vais me laisser un renvoi à 768 alors dans l'hypothèque légale. Puis, parfait. Good, good, good. Euh, donc, ensuite, hypothèque du syndicat des copropriétaires. Donc, ça, si on n'a pas payé notre quote-part dans les 30 jours, dans notre quote-part des charges communes, ben, à ce moment-là, on peut inscrire une hypothèque. Puis cette hypothèque-là, ça va être pour les montants qu'on doit pour l'année fiscale en cours et les montants qu'on doit, les montants qui restent à payer pour l'année financière, puis celles des 2 années qui suivent. Donc, c'est une manière pour le syndicat de s'assurer de garantir non seulement le paiement immédiat des charges communes, mais aussi les paiements des charges communes futures. Puis, j'ai un renvoi à l'article 3060. Je ne sais pas, il sert à quoi. Je vais regarder rapidement pour ne pas vous dire n'importe quoi. Radiation volontaire, hypothèque de la construction. Non, il est abrogé, fait que ça va bien. Je n'ai pas lu le bon article, mais il y a un article que je retrouve, mais qui dit grosso modo que lorsqu'on a une hypothèque sur justement les créances pour la copropriété, hein? 361, tu peux je vais regarder. Parce que grosso modo, ça nous dit que on peut, même si c'est pas publié, on peut l'imposer à l'acheteur de la part dans la copropriété, là. C'est ça. Premièrement, c'est après 3 ans, l'hypothèque va expirer. Mais il y a un autre article, je ne sais pas si c'est le même, mais qui nous dit grosso modo que justement, on peut imposer cette hypothèque-là à l'acheteur du condo, même si ça n'a pas été publié, parce que c'est dans l'idée qu'on veut justement là, protéger la copropriété puis lui permettre de payer ses charges communes sans problème. C'est sûrement dans la section sur la copropriété, mais exactement c'est où? 2800? Moi, je dis 69. 1069? C'est ça? Hop, 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 hop. Oui, obligation de l'acquéreur, exact. Ouais. Ouais. Celui qui, par quelque mode que ce soit, y compris par la suite de l'exercice d'un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise et tenue au paiement avec les intérêts de toutes les charges communes relativement dues. Donc, c'est ça. Même si l'autre, lui, il n'a rien fait, puis il n'est pas au courant de quoi que ce soit, tu peux y opposer. Il y a comme un droit de suite qui se crée. euh, Puis ça permet justement à la copropriété de comme protéger son existence puis de pouvoir payer ses charges communes. Fait on garde en tête, il il y a 1069, 2800 qui dit que ça dure 3 ans justement. Voilà. Puis 3060, ben, ça n'existe plus, fait que je ne sais pas pourquoi j'ai 3060 d'inscrits dans mes affaires. C'est 3061. Oui. Ensuite, 2730, hypothèque résultant d'un jugement. Donc, on peut inscrire sur un bien meuble ou immeuble si on a justement un jugement qui nous donne une somme d'argent sur un bien pour justement exercer ce droit-là. Et très important, euh, même si le jugement n'est pas encore exécutable, donc c'est-à-dire que d'habitude, le jugement va devenir exécutable après 30 jours, au moment où le droit d'appel va disparaître. Là, à ce moment-là, on va pouvoir exécuter le jugement. Ça reste qu'on peut, dès la publication du jugement, dès qu'on a le jugement, on peut inscrire l'hypothèque pour avoir justement une priorité sur d'autres créanciers au besoin. Et il ne faut pas attendre que le jugement soit exécutable pour inscrire l'hypothèque du jugement. 2731, un article quand même très important qui nous dit que
si on n'est pas d'accord avec l'hypothèque qui est l'hypothèque légale qui est sur notre bien, en fait, on peut aller voir le tribunal, puis on peut demander justement que ce ne soit pas le même bien qui soit grevé, ou on dit, ben ça, c'est ma maison, j'ai vraiment besoin de grever tel bien à la place, ou on peut substituer à cette hypothèque une autre sûreté. Donc, si on convainc le tribunal que à la place, on va mettre une somme d'argent en fidéicommis. Souvent, ça se fait, par exemple, dans beaucoup de décisions, par exemple, par rapport à ça, justement en HLC. On a quelqu'un qui a, par exemple, une hypothèque de 50 000 sur sa maison pour des travaux, puis il est en litige avec l'entrepreneur pour savoir est-ce qu'il doit vraiment le 50 000 ou pas. Là, en attendant, le propriétaire de la maison, ben, il veut vendre la maison. Mais là, il n'y a personne qui veut acheter sa maison parce qu'il y a une hypothèque de 50 000 qui grève la maison. Fait qu'il va aller voir le tribunal, il va dire écoutez, j'aimerais qu'on enlève l'hypothèque sur la maison, j'aimerais la vendre, mais pour garantir l'hypothèque de l'entrepreneur, je vais déposer 50 000 dans un compte en fidéicommis au greffe. Le greffe va avoir le 50 000 comme ça, j'ai une sûreté équivalente. Comme ça, si je perds mon procès, l'entrepreneur va pouvoir prendre 50 000 puis si je gagne mon procès, je vais récupérer mon 50 000. Mais en attendant, je peux enlever l'hypothèque sur la maison, je peux la vendre, puis ainsi, je peux tout simplement éviter de faire peur à tout acheteur potentiel avec l'hypothèque qui grève mon bien. Ensuite, 2733 et suivant, grosso modo, la personne qui possède le bien hypothéqué ne peut pas le scraper par exprès, grosso modo. Si on fait ça, ben, ça peut constituer un défaut, puis ça peut constituer un recours. Euh, la personne qui fait une hypothèque immobilière ou immobilière sans dépossession n'est ben, pas dépouillée de ses droits, elle peut continuer à utiliser le droit de la manière qu'elle veut. Il ne faut juste pas qu'elle porte atteinte au droit du créancier hypothécaire, mais ça reste que ça change. On peut continuer à vivre dans sa maison et tout, jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement l'exercice d'un recours. Le créancier perçoit les fruits et revenus du bien hypothéqué, à moins qu'il y ait une autorisation pour, dans le cas dans le cas de perception de créance, dans le cas qu'on autorise le débiteur de percevoir ces sommes-là, sur 2743. Le créancier ne répond pas de la perte du bien hypothéqué s'il s'agit d'une force majeure ou d'un vétussement, dépérissement, usage normal autorisé. Donc, si par exemple, il y a une hypothèque avec des possessions, je mets en gage mon véhicule automobile, puis mon créancier utilise le véhicule de manière régulière et normale, et que ben là, le véhicule, c'est une vieille Toyota Corolla, elle a 800 000 km, puis elle finit par se briser de mort naturelle. Ben, à ce moment-là, ben, il n'est pas responsable de la perte du bien. Ce n'est pas de sa faute. Donc, il n'y a pas à me rembourser, puis il n'y a rien là. Si par contre, il doit faire des réparations, par exemple, parce que mes freins sur ma Corolla sont plus bons, ben, le débiteur va devoir rembourser au créancier les dépenses faites par ce dernier pour la conservation du bien. Et je vais pouvoir récupérer ma Corolla seulement une fois que je vais avoir exécuté mon obligation, du genre rembourser le prêt, à moins que justement le créancier n'abuse du bien, puis en fait vraiment du grand n'importe quoi. Il fait de la drift avec ma Corolla. Moi, je veux pas qu'elle se brise, donc je demande au tribunal qu'il me redonne le bien pour que celui-ci ne dépérisse pas. Donc, comme je disais tantôt, les droits et obligations d'une créance d'une hypothèque sur des créances. Donc, techniquement, c'est le créancier qui va percevoir les revenus que produit la créance. Par contre, il peut donner autorisation aux constituants de percevoir ces créances. Donc, grosso modo, ça va être par exemple, on hypothèque un immeuble, on hypothèque les loyers, je permets à mon débiteur de continuer à percevoir les loyers, d'utiliser ça pour payer ses affaires, tant qu'il continue à me payer mon prêt. Puis, si à un moment donné, ça ne me convient plus, je vois que mon débiteur, il ne me paye pas très bien, il y a des retards et tout, je peux dire, hey, je te retire ton autorisation, 2745. On peut retirer l'autorisation, puis à ce moment-là, moi, je peux commencer moi-même à percevoir les loyers. Comme ça, moi, je m'assure du remboursement de mon prêt et j'ai pu à dealer avec mon débiteur. Ce qui est très important, c'est que 2743, 2744, 2745, ça ne constitue pas
l'exercice d'un droit hypothécaire au sens des articles 27, 48 et suivants qu'on va voir dans un instant. Ça ne constitue pas une forme d'exercice de droit hypothécaire, donc les obligations qui y sont prévues, les avis, les délais, etc., ne s'appliquent pas. Donc, si on retire l'autorisation de percevoir, on n'est pas obligé de faire un avis sous 27, 58, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc, 27, 48, très, très, très important. Outre les actions personnelles, et les mesures provisionnelles, donc injonction, saisie avant jugement, etc. Les créanciers, pour exercer leurs droits hypothécaires, ne peuvent utiliser que les différents recours qui sont prévus dans cette section-là, 2748 et suivant. Donc, il n'y a pas moyen de prendre un recours autre, de convenir conventionnellement d'autres choses. On ne peut pas. Donc, lorsque le débiteur est en défaut et que 2, la créance est liquide et exigible, on peut exercer les droits hypothécaires. On peut prendre possession du bien, en fait, prendre le bien en paiement, prendre possession du bien pour l'administrer, le faire vendre sous contrôle de justice ou le vendre par nous-mêmes. Donc, 47-49 et suivant, on a les conditions générales des droits. Donc, il faut respecter les délais de 27-58. 27-50, on nous dit que le créancier dont le rang est antérieur va avoir priorité pour l'exercice de ses droits sur ceux qui viennent après lui. Donc, si lui décide d'exercer ses droits, il va avoir priorité sur les autres. 27-51, comme on dit tantôt, l'hypothèque, il y a un droit de suite. Le créancier va exercer ses droits hypothécaires en quelques mains que le bien se trouve. Et on peut exercer ses droits sur tous les biens qui sont grevés, sur certains biens qui sont grevés. Il n'y a pas vraiment, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup à cet effet-là. Ensuite, 27-57 et suivant, on parle du préavis. Donc, on dit, si on veut exercer un droit hypothécaire, il faut faire un préavis d'exercice hypothécaire qui va être accompagné de la preuve de la signification du défaut au débiteur et le cas échéant au constituant, ainsi qu'à toute autre personne contre qui on exerce le droit. Donc, grosso modo, le préavis d'exercice à 27-58 nous dit qu'est-ce que ça contient. Donc, le défaut par le débiteur, le rappel qui peut remédier au défaut, le montant de la créance, la nature du droit hypothécaire, la description du bien grevé, tout le kit. Et on a différents délais par rapport au type de recours et au type d'hypothèque. Donc, si on inscrit un préavis pour un bien meuble, c'est 20 jours. Si c'est un bien immeuble, c'est 60 jours. Si on veut prendre possession du bien pour l'administrer, c'est 10 jours. Et par contre, c'est 30 jours pour tout préavis relatif à un bien immeuble grévé d'une hypothèque dont l'acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation. Donc ici, on se dit LPC. Ou bien un contrat de consommation régulier. Mais on garde en tête, il peut y avoir des trucs par rapport à la LPC. Donc, grosso modo, on a ces délais-là. 25-59 est une exception très importante. Si on a des titres ou des valeurs mobilières et qu'on a un accord avec le constituant, avec le débiteur, on peut, si c'est des trucs qui sont négociables sur une bourse du marché de capitaux, donc des titres d'émetteurs autorisés, là, on peut les vendre sans donner le préavis. L'idée ici, c'est que des valeurs en bourse, souvent, vont avoir une valeur qui peut être très volatile, qui peut varier grandement. Donc, on ne veut pas on annonce, mais dans 20 jours, je vends vos biens, je vais prendre vos biens. Fait que là, ça laisse, ça peut faire varier le marché. On se dit, si, par exemple, on a un grand actionnaire d'une compagnie, qui possède, par exemple, 20 d'une compagnie, puis là, il reçoit un avis qui dit, ben, on va saisir ces actions-là dans 20 jours, puis on va les vendre, ben, ça peut faire chuter le prix de l'action d'un coup, là, parce que le marché va avoir moins confiance entre cette entreprise-là, etc., etc. Donc, si on a une hypothèque sur des actions puis qu'on s'est entendu à l'avance avec le débiteur, on peut juste les vendre tout de suite. Comme ça, on récupère un maximum d'argent puis on évite un préjudice. 27-59 al 1. Autrement disposé sans être tenu de donner un préavis, d'obtenir un délaissement ou de respecter les délais prescrits par le présent titre.
2760, très, très important. L'aliénation volontaire du bien grevé après l'inscription d'un préavis est inopposable. Donc, si on inscrit un préavis d'exercice sur mon auto, moi, je vends mon auto à mon ami le lendemain, la vente n'est pas opposable au créancier. Il va pouvoir quand même vendre l'auto ou la saisir prise en paiement, ce qu'on veut. Donc, 2761, très, très important. Lorsqu'on soit le préavis nous dit, vous êtes en défaut. Vous pouvez régler le défaut en payant ou en faisant ce qui va faire que le défaut va disparaître. Et on peut exercer ce droit-là en payant ou en remédiant au défaut jusqu'à ce que le bien a été pris en paiement ou a été vendu. Donc, grosso modo, si par exemple, on est 5 000 en retard sur nos paiements hypothécaires, la banque nous avons un avis, a dit si vous ne payez pas dans 60 jours, vu qu'il s'agit d'un bien immeuble, je saisis votre maison. Mais nous, on a 60 jours pour payer ces frais-là pour justement que le défaut n'existe plus et qu'à ce moment-là, le recours ne puisse pas avoir lieu. Ensuite, 2763 et suivant. On parle du délaissement, qui est soit forcé, soit volontaire. Grosso modo, quand on a un bien immeuble, on va nous dire quitter la maison, puis quand on a un bien immeuble, on dit remettez-nous le bien pour qu'on puisse l'utiliser. Par exemple, si on parle d'une automobile. Donc, grosso modo, une fois qu'on reçoit l'avis, le préavis d'exercice hypothécaire, on peut délaisser volontairement. Donc, on dit parfait, correct, puis on consent par écrit. On dit parfait, dans 50 jours, je te laisse la maison. Dans 60 jours, je te laisse la maison. Il n'y a pas de problème, tout est correct. Délaissement forcé, c'est lorsqu'il y a le refus de délaisser volontairement, puis il n'y a pas de cause valable d'opposition qu'on pourrait opposer, ben à ce moment-là, le tribunal peut forcer le débiteur à quitter l'immeuble ou à délaisser le bien. Le délaissement forcé anticipé de 2767 est quand même très important, à savoir que lorsque le délai n'est pas encore atteint, le 60 jours n'est pas respecté, mais il est à craindre que sans cette mesure, le recouvrement de la créance soit en péril, le bien est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement. Grosso modo, imaginons une situation où quelqu'un va se faire saisir sa maison, puis il dit à l'huissier, ben, c'est bien correct, moi je vais faire brûler ma maison, il n'y aura pas de problème, personne ne va la saisir, manger ma marde. Puis là, à ce moment-là, ben, tu vas voir le tribunal, puis tu es comme, ben, tu sais, on est un peu en danger, la banque ne va pas pouvoir récupérer son argent. Fait que là, la Cour peut obliger un délaissement forcé anticipé. Et ensuite, la personne qui va obtenir le délaissement va en avoir la simple administration jusqu'à ce que le bien soit vendu ou pris en paiement, etc., etc. Aussi très important, 2769, si on n'est pas, mettons, on n'est pas la personne qui a constitué l'hypothèque, mais on est par exemple propriétaire d'une maison sur laquelle il reste une hypothèque, puis on nous dit que l'hypothèque va être exercée. Mais si nous, on refuse de délaisser le bien dans le délai imparti, ben à ce moment-là, on pourra devenir personnellement responsable de la dette. Donc, si par exemple, il y a une hypothèque de 100 000 sur ma maison qui a été constituée par l'ancien vendeur, puis elle est encore là, puis là, la banque vient me voir, puis elle dit, on va saisir la maison, puis moi, je dis non. Ben à ce moment-là, on peut me rendre responsable personnellement du 100 000 un peu pour me motiver euh, à délaisser le bien. C'est un peu la même chose qui se passe là, lorsqu'on parle de la saisie des revenus au code de procédure. Puis on nous explique, c'est dans les articles, je pense que c'est 713 ou 700, quelque chose comme ça, quand on explique que justement, lorsque quelqu'un va faire une fausse déclaration par rapport aux revenus de son employé pour que l'huissier puisse en saisir moins, bien, on peut rendre responsable ce tiers saisi-là de l'entièreté d'obligation. C'est une espèce de mécanisme de protection, justement, pour protéger le créancier. 27,70, très important, lorsque quelqu'un a une priorité avec un droit de rétention, là, sous 26,51, paragraphe 2, si un droit hypothécaire qui est exercé sur le bien, donc par exemple, la banque vient saisir un véhicule qui a une hypothèque inscrite au RDPRM, puis le garagiste, lui, ben, il veut encore garder le véhicule parce qu'il ne s'est pas fait payer ses factures, ben, il est tenu de délaisser le bien, il doit le laisser à la banque, mais lors de la colocation, il va pouvoir faire valoir
son droit, puis ça crée une espèce de droit de suite un peu pour cette priorité de rétention-là dans les cas où justement il y a un délaissement involontaire qui est causé. Ensuite, prise de possession à des fins d'administration. La première méthode d'exercer un recours hypothécaire, grosso modo, c'est uniquement sur les biens d'une entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend possession du bien, on prend possession d'entreprise, par exemple. Souvent, ça va se passer dans le cas, par exemple, de résidences pour personnes âgées qui font faillite. Bien là, il y a une entreprise qui va venir gérer la résidence de personnes âgées pour que, justement, la sortir du trou financièrement, puis s'assurer que ça ne ferme pas, parce qu'à ce moment-là, ça peut être un shit show. Fait que là, l'entreprise, à la place de saisir puis vendre la bâtisse, elle va venir s'occuper de l'entreprise, elle va essayer, par exemple, de faire que l'entreprise devienne profitable pour qu'elle puisse recommencer à payer les dettes. Et donc, on peut venir pour un certain temps, justement, s'occuper de l'entreprise pour justement s'assurer que la créance hypothécaire puis les droits du créancier soient garantis. Par contre, on ne peut pas utiliser l'administration pour liquider les biens de l'entreprise puis commencer à tout vendre puis juste comme utiliser ça comme un moyen déguisé de faire une vente par le créancier. Là. Vraiment, on a quand même les pouvoirs de pleine administration, mais ça reste qu'on ne peut pas complètement juste y aller full on puis vendre les biens. Puis une fois qu'on a fini cette administration-là du bien d'autrui, ben à ce moment-là, on rend compte de son administration, puis on remet les biens possédés à la personne contre qui on a exercé le droit. L'exception, c'est la suivante. C'est prévu à 2776. Donc, dans le cas que, par exemple, on prend possession pour faire l'administration de la résidence pour personnes âgées, pendant 1 an, on l'administre, on essaye de régler le problème. Ça ne marche pas, c'est le chaos, il y a des gros problèmes financiers, on ne peut pas le régler. Finalement, on va dire parfait, bien, écoutez, on va plutôt exercer un recours de vente sous contrôle de justice. On inscrit le préavis de vente en contrôle de justice. On a les délais, mais dans le délai de 60 jours là, de préavis pour la vente, par exemple, de l'immeuble, ben, on ne va pas redonner la résidence personne âgée au propriétaire. On va en avoir la simple administration jusqu'à la vente. Ensuite, prise en paiement. Recours, il ne faut pas se faire avoir. Très, très important. On prend le bien et ça vaut pour le paiement et ça éteint notre obligation. Donc, si on prend une maison à 100 000 $ en prise en paiement pour une dette de 150, ça éteint notre créance. Très, très important. 2779. Les créanciers hypothécaires subséquents ou le débiteur peuvent, dans le délai imparti, exiger que le créancier abandonne la prise en paiement. La logique ici est la suivante. Lorsqu'on fait une prise en paiement, les créanciers qui étaient là avant nous, donc par exemple les créances hypothécaires qui existent avant nous, elles vont rester là. Fait que moi, je vais prendre possession du bien. Les créanciers qui ont priorité sur moi vont rester, mais les créanciers qui sont après moi, ils vont disparaître, ils vont être purgés. Donc, si on a un créancier hypothécaire subséquent, puis on apprend qu'en faisant un avis d'adresse, on apprend qu'il y a un préavis d'exercice de prise en paiement qui est inscrit sur un immeuble, bien, nous, on veut empêcher que ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va exiger que le créancier il fasse un autre recours, soit qu'il fasse lui-même la vente du bien, il fasse une vente de contrôle de justice, mais qu'il le fasse autrement. Comme ça, nous, ça nous assure que quand il va y avoir colocation pour la vente, on va récupérer quelque chose, potentiellement. Mais on veut au moins avoir une chance, parce que sinon, si on est un créancier hypothécaire subséquent, ben, ça peut faire une situation où, justement, quelqu'un prend en paiement une maison de 500 000 $ pour une dette de 300 000, puis nous, on ne touche rien finalement. Même chose pour le débiteur. Le débiteur peut lui aussi demander qu'un autre recours soit exercé. Par exemple, si sa maison vaut 500 000, puis lui, il doit juste 300 000 à la banque, mais lui, il préférerait que la maison soit vendue à 500 000, qu'il redonne 300 000 à la banque, puis qu'il garde un 200 000 de surplus. Sinon, ben, il va juste perdre sa maison, la créance va disparaître, mais il ne va pas toucher le 200 000 qu'il aurait pu toucher. Puis, alinéa 3 de 79, quand même important, les créanciers subséquents, ceux qui vont se plaindre puis qui vont dire « Hey, on aimerait que tu fasses une vente en justice à la place », il faut donner une caution, afin qui peut être demandée par le créancier qui a exercé la prise en paiement.
pour lui garantir que justement, on va arriver à vendre la maison à un prix assez élevé pour que lui, sa créance soit payée. Donc, si on lui garantit dans un sens, on dit, ben écoute, tu ne pourras pas prendre en paiement, mais on te garantit qu'on va vendre la maison à plus de 100 000 $. Comme ça, toi, tu vas pouvoir récupérer ton 100 000 puis tu vas être good to go. Ensuite, comme je disais tantôt, j'ai justement, la prise en paiement éteint l'obligation et ce qui est très, très important de rappeler, c'est que justement, on ne peut pas ensuite, euh, là, si on est un créancier subséquent, venir réclamer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est un recours qui peut causer justement des problèmes. Et à cet effet-là, je me suis laissé un renvoi vers l'article 1743 qui prévoit une espèce, pas d'exception, mais qui prévoit une situation qui peut causer un petit problème. En fait, je m'explique. 1743 nous parle de clauses résolutoires. Dans les contrats de vente, on est dans les obligations, mais ça nous dit qu'une clause résolutoire dans un contrat de vente d'immeuble, c'est basically, on se dit, je te vends ma maison, mais si ou ça, on annule le contrat, je récupère la maison. Ce genre de clause résolutoire va être exercé comme un droit de prise en paiement. Donc, si, par exemple, je vends ma maison à mon frère et je lui dis, écoute, tu me fais des paiements de 50 000 $ par année, puis si tu ne me payes pas, ben moi, on va résoudre le contrat, je récupère la maison. Si mon frère ne me paye pas, moi, il va falloir que je fasse comme si j'exerçais un droit hypothécaire sous 27-48 et suivant. Donc, je vais devoir faire un préavis, je vais lui signifier son défaut, je vais lui dire qu'il peut remédier au défaut, je vais devoir attendre 60 jours, il va délaisser, je vais reprendre en paiement. Donc, c'est le même principe qui s'applique avec adaptation, etc., etc. Par contre, lorsqu'on exerce cette prise en paiement, disons, sous 1743, ça ne représente pas l'exercice d'un droit hypothécaire per se. Donc, ce que ça veut dire, puis il y avait un exercice là-dessus, puis je me suis fait avoir, puis c'est une bonne mise en situation, ça veut dire que lorsqu'on va regarder l'article 2952, qui nous dit que les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la construction prendront avant toute hypothèque publiée. Donc, la priorité ultime de l'hypothèque légale de la construction ne va pas avoir lieu ici parce qu'elle ne va pas être maintenue, en fait. C'est que l'idée, c'est de dire les créanciers antérieurs dans une prise en paiement vont rester, etc., etc. Mais ici, vu qu'on n'est pas dans une situation où on exerce un droit hypothécaire, la priorité de 2952 ne s'applique pas. Donc, vraiment, c'est juste garder en tête, je me suis fait un renvoi à 1743 puis à 2952 et tout, c'est de me dire, si j'exerce une prise en paiement, mais à travers une clause résolutoire d'un contrat de vente, la priorité de la HLC n'existera pas. Donc, elle n'est pas maintenue là. Voilà. C'est l'exercice en question, c'est dans les exercices de perfectionnement en hypothèque. Je vais vous le donner si vous voulez aller jeter un coup d'œil par vous-même. C'est bon, la plateforme cognitive, c'est d'une rapidité sans nom aujourd'hui. Droit des affaires, hypothèque. Capsule exploitation. Et c'est l'exercice dossier CADER-ARDOX dans les exercices de perfectionnement sur la première section, priorité hypothèque, le dernier, CADER-ARDOX. Donc, allez jeter un coup d'œil à ça. C'est justement la question de savoir là, si la clause résolutoire, c'est un droit hypothécaire. Puis la manière dont ils disent dans le corrigé, c'est le législateur a assujetti de la façon d'exercer le droit de résolution à celui d'un recours hypothécaire. Toutefois, les règles relatives à la prise en paiement, compte tenu des adaptations nécessaires, n'incluent pas l'article 2952. Le droit qu'invoque CADER n'est pas une autre hypothèque au sens de l'article 2952. Donc, selon l'article 1743, CADER-ARDOX va reprendre l'immeuble
libre de l'hypothèque légale née lorsque Anne a contracté avec l'entrepreneur après l'inscription de l'acte de vente. Cet article ne donne pas de préséance à l'hypothèque légale de la construction sur une clause résolutoire. Voilà. Donc, grosso modo, si je te vends ma maison avec une clause résolutoire, par la suite, tu fais des rénovations dessus, il y a une hypothèque de la construction qui est mise, qui est inscrite sur la maison, puis que la clause résolutoire est exercée, la HLC ne va pas avoir priorité. Donc, on garde ça en tête, ça peut être une exception quand même chienne à l'examen. Tu veux dire à 27,48 pour avoir 17,43 avec le second. J'ai mis un renvoi de 7,43 à 27,79, 27,82, puis j'ai mis un renvoi à 17,43 à 29,52, puis j'ai mis un renvoi à 29,52 à 17,43. Pas écrit pour jamais l'oublier. Voilà. Ouais, exact. Ensuite, vente par le créancier, un peu comme la prise pour possession par l'administration des biens, c'est uniquement sur les biens de l'entreprise. Donc, on inscrit un préavis, on dit qu'on veut vendre le bien, puis après ça, on doit vendre le bien sans retard inutile à un prix commercialement raisonnable. Donc, on s'arrange pour vendre le bien. Sinon, on peut faire la vente sous contrôle de justice. Il y a les articles 742 et suivants qui vont en traiter dans le Code de procédure civile. Puis c'est à peu près le même principe. L'huissier va publier un avis, il va vendre ça de gré à gré par appel d'offres, etc., etc. Puis il va ensuite colloquer les revenus de la vente. Finalement, dernière section là, du livre 6, extinction des hypothèques. Donc, les hypothèques s'éteignent par perte du bien grévé, son changement de nature, mise hors commerce, expropriation, lorsque ces événements portent sur la totalité du bien. Lorsque le bien meuble est incorporé à un immeuble, l'hypothèque mobilière peut subsister, mais il faut la changer en hypothèque immobilière. Donc, imaginons j'ai une hypothèque mobilière sur un lave-vaisselle. La vaisselle est installée dans ma maison, il est encastré, on ne peut plus le sortir de la maison, il fait un avec la maison maintenant. Ben moi, je peux conserver mon hypothèque sur ce lave-vaisselle-là pour la valeur du lave-vaisselle, imaginons 5 000 et je l'inscris à titre d'hypothèque immobilière sur la maison. Par contre, vu qu'on a commis une incorporation puis un changement de registre, l'hypothèque va prendre rang au moment de l'inscription au registre foncier. Puis je ne vais pas pouvoir conserver ma priorité, disons, sur ce lave-vaisselle-là qui avait été publié auparavant au RDPRM. Extinction d'obligation cause l'extinction de l'hypothèque, sauf dans les cas justement des marges de crédit qui peuvent parfois être à zéro un peu en latence. Hypothèque mobilière s'éteint au plus tard 10 ans après son inscription. Donc, si on inscrit une hypothèque mobilière puis on ne l'utilise pas pendant 10 ans, elle disparaît. L'hypothèque immobilière, c'est 30 ans. Et finalement, 2800, pour l'hypothèque des syndicats de copropriétaires, on est sur 3 ans. Donc, ça fait le tour des articles sur l'hypothèque dans le Code civil. Là, il est midi 33, on s'en va dîner, fait que je vais passer rapidement sur les trucs importants dans le Code de procédure civile. Premièrement, regardez rapidement, mais il n'y a pas grand-chose de complexe dans, premièrement, la saisie des biens. Tout simplement, quand on veut se faire saisir un bien par huissier, il y a des obligations qui sont prévues par le Code, que ce soit entre les mains du propriétaire, du débiteur ou entre les mains d'un tiers. Moi, l'élément que je trouve le plus important, c'est 735, les motifs d'opposition à la saisie. Donc, si on veut saisir un bien, on peut s'opposer selon l'article 735. Ensuite, 759, les droits réels qui sont purgés lors de la vente du contrôle de justice, sauf les droits prévus à 759, paragraphes 1, 2, 3, puis les alinéas qui suivent. Ensuite, l'ordre de colocation 766, super important. Donc, on est dans une situation, justement, frais de justice, créances prioritaires, créances hypothécaires, créances chirographaires. Par contre, mention importante, lorsqu'on est dans une situation de saisie, de distribution de revenus saisis, c'est l'article 776 qui s'applique, puis les créances alimentaires vont avoir priorité sur les créances prioritaires, vont avoir un rang supérieur.
Donc, ça, c'est grosso modo ce que je retiens de la section sur la vente dans le Code de procédure civile. Et dernière petite mention finale, là, au niveau de la colocation. On va revenir dans le Code civil, en fait, parce que pour être sérieux, je ne vais pas oublier de vous parler de ça. 2945 et suivant, le rang des droits. Donc là, ici, c'est juste se dire, il y a quelques petites mentions que je trouve importantes de faire, parce que le reste des mentions sont, selon moi, relativement simples et claires. Je ne me pencherai pas sur la section du code sur les modalités de la publicité, sur les attestations, sur les règles d'inscription. C'est des trucs qui sont, selon moi, relativement très clairs quand on lit le code. Donc, si on a une question spécifique sur l'attestation ou sur la manière d'inscrire un droit foncier, on peut aller voir directement au code, mais selon moi, ce n'est pas quelque chose qui va être très complexe. Par contre, 2945 et suivant, quelques mentions rapides. 2948, l'hypothèque immobilière ne prend rang qu'à compter de l'inscription du titre, mais après l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition du constituant. Donc, grosso modo, si dans l'acte de vente d'un bien immobilier, il y a une hypothèque, le vendeur se réserve une hypothèque, cette hypothèque va avoir priorité si elle est publiée avant toute hypothèque. Ensuite, on regarde hypothèque sur meuble d'autrui, donc 2954. Donc, l'hypothèque mobilière qui, au moment où elle a été acquise, a été sur un meuble d'autrui ou sur un meuble à venir, prend rang à compter du moment où elle a été publiée, mais dans le cas de l'hypothèque, mais dans le cas échéant, après l'hypothèque du vendeur créée dans l'acte d'acquisition, si cette hypothèque est publiée dans les 15 jours de la vente. Donc, quand on a une vente d'un bien immobilier, il y a toujours inscription au registre foncier. Fait qu'il n'y a pas vraiment de question là. Par contre, quand on parle d'un bien meuble, si, par exemple, dans l'acte de vente de mon auto, je me réserve une hypothèque sur l'auto en la vendant à mon frère et que 5 jours plus tard, mon frère fait inscrire au RDPRM une hypothèque pour garantir un prêt sur cette automobile-là, moi, j'ai 15 jours à partir de la vente pour inscrire mon hypothèque que j'ai mis dans l'acte de vente. Puis cette hypothèque-là va avoir priorité, même si elle est publiée plus tard. Donc, c'est l'équivalent de 2948, mais pour les biens meubles. Donc, c'est ça. Puis finalement, 2952, donc, les hypothèques égales en faveur des personnes qui ont participé à la construction prennent rang avant toute autre hypothèque publiée pour la plus-value apportée à l'immeuble. Donc, et entre elles, elles viennent en concurrence. Donc, on ne regarde pas laquelle qui a priorité ou toute. Quand les hypothèques légales entre elles, elles se font concurrence. Donc, grosso modo, il faut juste garder en tête, justement, quand on fait la colocation, qu'il faut savoir que si on a des HLC, elles passent en avant. Puis si on a aussi des hypothèques qui sont créées dans l'acte de vente, elles passent aussi en avant. Donc, il faut garder ça en tête quand on fait nos colocations. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça va mettre fin à la révision. Et pour ceux qui nous écoutent en différé, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs ou des questions qui sont soulevées par votre écoute. Merci.